mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, du samedi 30 octobre 2021, nous allons passer au Premier ministre Dr Mostafa Medbouli qui a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la cérémonie marquant la journée nationale de l'Égypte à Expo 2020 à Dubaï. Le Premier ministre était arrivé hier à Dubaï, accompagné des ministres de la Planification et du Développement économique, du logement, des services publics et des communautés urbaines, ainsi que plusieurs hauts responsables. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli est arrivé vendredi à Dubaï accompagné des ministres du Plan et du Logement ainsi que de nombre de responsables. Le Premier ministre a visité le pavillon égyptien à Expo 2020 Dubaï et y a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la cérémonie marquant la journée nationale de l'Égypte. Le bâtiment abritant le pavillon égyptien participant à l'Expo 2020 reflète la civilisation égyptienne et les caractéristiques les plus importantes du caractère égyptien à travers l'histoire. Le pavillon se centre également sur les opportunités les plus importantes disponibles pour les investisseurs dans tous les secteurs. Le pavillon égyptien offre de bonnes opportunités pour tenir des réunions entre les entreprises dans le but de conclure des accords commerciaux et d'investissement pour maximiser la participation égyptienne à l'exposition. Des sarcophages égyptiens récemment découverts dans la zone archéologique de Saqqara sont exposés dans le pavillon égyptien. L'Expo Dubaï 2020 regroupe 192 pays pendant 6 mois et les visiteurs prévus sont estimés à 25 millions après la remise de son inauguration pendant toute une année. Retournons au studio, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite. Bonsoir, M. Hani Abdelaziz. Bonjour, madame. Bonsoir. Alors, le Premier ministre Mostafa Medbouli avait assisté au cours de sa visite à Paris à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère égyptien des Communications et de la Technologie de l'Information et le ministre français de l'Économie et des Finances sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle. Veuillez nous jeter la lumière sur la coopération entre l'Égypte et la France en ce qui concerne ce sujet, l'intelligence artificielle. Merci, madame. Je vous remercie pour avoir donné la parole à ce sujet-là. Je pense que la visite du Premier ministre égyptien, M. Medbouli, et sa rencontre avec le Premier ministre français, M. Castex, s'inscrit directement dans une ligne droite, claire, suivie des décisions prises par les deux chefs d'État, le président Macron et le président d'Égypte, durant leur dernière visite il y a quelques mois et les visites précédentes qui ont eu lieu. Cette visite s'inscrit bien sûr surtout sur le plan économique. Elle vient confirmer le fait que l'Égypte et la France deviennent de plus en plus des pays alliés dans leurs intérêts et dans leur vision géopolitique et géostratégique des choses dans la Méditerranée orientale. La participation, par exemple, de la France dans le forum du gaz en Égypte, avec d'autres pays de la région, est une claire indication. La vente d'armements sophistiqués à l'Égypte pour lui permettre dans les mers d'avoir une position militaire aux menaces qui pourraient exister, sont parmi les questions importantes qui ont été déjà, je pense, discutées entre les deux présidents.
le premier ministre Serge Sylvie, il a rencontré le MEDEF avec 90, je pense 90 chefs d'entreprise importantes françaises pour promouvoir la coopération économique et technique. J'insiste beaucoup sur la coopération technique et la coopération économique. La France a des investissements, entreprises privées bien sûr, en Égypte, environ 4 ou 5 milliards de dollars, ce qui crée environ 30 000 emplois en Égypte. Pour ma part, je me permettrai de dire que c'est minime par rapport à la nature des relations politiques et intérêts stratégiques de ce pays. Donc, cette visite devrait probablement aboutir à plus d'investissements directs de la part des entreprises privées françaises en Égypte. Bien sûr, c'est vrai que l'atmosphère de l'investissement et la bureaucratie s'améliore. Ça s'améliore, il est vrai. Il reste, à mon avis, de grands pas à faire. Voilà essentiellement. Vous avez parlé du domaine de l'informatique, de l'électronique, etc. Je veux faire un petit tournant en mentionnant la déclaration du Premier ministre grec devant le Parlement européen où il disait clairement que l'Égypte pourrait être, et devrait être, une source alternative de gaz pour l'Europe, surtout par exemple pour l'Italie et pour l'Europe du Sud. C'est une intervention plus importante du Premier ministre grec. En résumé, c'est pour dire que l'Égypte reprend petit à petit, peut-être pas petit à petit, peut-être largement aussi, une position relativement clé dans la Méditerranée orientale, dans la Méditerranée sud, dans ses rapports, je dis, politiques, stratégiques et économiques. Mais je pense que l'on devrait pousser plus les entreprises françaises, leur pousser encore plus leur installation, surtout dans le domaine de la formation technique, où la France excelle et où l'équipe a largement besoin de former des cadres moyens, pas nécessairement des boulots supérieurs, et des ouvriers dans les domaines de la technologie avancée. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. Docteur Hani Abdelaziz, la coopération dans le domaine des services numériques était à l'ordre du jour du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors de sa visite en France. Alors, comment voyez-vous cette coopération et la transformation numérique qui a lieu actuellement au sein du gouvernement égyptien et quelle est son importance également, la transformation numérique? Bien, pour être honnête, je ne suis pas expert dans la matière de l'information numérique, mais je sais que c'est l'avenir. Je sais que l'Égypte a déjà des câbles sous-marins qui viennent de l'Inde, qui participent en transit pour le transfert de données numériques pour les compagnies aériennes en Europe. Donc, ça serait tout à fait logique de poursuivre cette lancée et de l'améliorer avec la technologie française si possible. Mais honnêtement, je ne suis pas expert en la matière pour vous dire plus. Oui. Le consulat de France est prêt à coopérer avec toutes les institutions économiques en Égypte en vue de conclure plus d'accords commerciaux et de créer différentes possibilités de coopération. C'est ce qu'avait déclaré la semaine passée Mohamed Nihad, consul général de France à Alexandrie, à la Chambre de commerce égyptienne à Alexandrie. Commentez, s'il vous plaît. Comment voyez-vous cette déclaration? Ben, je la vois très positivement, c'est-à-dire que les efforts des deux pays, des responsables des deux pays sont dans le même sens, même si les forums sont différents, mais de part et d'autre de la Méditerranée, tout le monde est d'accord pour faire avancer la coopération économique dans les différents domaines. Je l'ai dit, dans le domaine des investissements directs, et vous l'avez dit vous-même aussi, dans le domaine de la technologie, numérique, j'ai rajouté dans le domaine du gaz, par exemple, etc. Donc, les efforts sont déployés sous différents angles, donc, par différentes sources,
mais dans un seul et même but. Oui. Selon vous, comment attirer plus d'investissements étrangers ou plutôt françaises, des investissements français en Égypte? Regardez, l'Égypte a toujours souffert et malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, je pense que la bureaucratie est encore très lourde. Les garanties aux investissements ne sont probablement pas suffisantes encore. Il ne faut pas oublier qu'attirer des investissements directs est une compétition internationale. Ouais. Tous les pays du monde essayent d'attirer des investissements directs de la part des pays développés. Ce n'est pas facile. Donc, il faut être au sommet de l'avancement administratif, numérique aussi. C'est très important pour faciliter. Il faut aussi avoir une main-d'œuvre très qualifiée pour pouvoir s'attaquer à des industries de pointe, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. C'est là où je préconise toujours auprès des différents partenaires de l'Égypte la nécessité de coopérer dans la création d'écoles techniques de niveau brevet technique et même bac technique dans les domaines de technologie avancée. Oui. C'est très très important. Sinon, les entreprises qui viennent, elles ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'il faut au niveau qu'il faut, ne s'attendront pas facilement. Et aussi avec des compétitifs. Il ne faut pas oublier ça. Donc la concurrence est très forte. Avec tous les pays en développement, que ce soit les patrons, que ce soit la Malaisie, que ce soit l'Indonésie, que ce soit le Liban, que ce soit ici, la concurrence est très forte. Et il faut que les pays avancent et soient à la pointe de cette concurrence pour gagner la confiance des partenaires privés. Je voudrais insister que l'économie, la France est un pays d'économie des marchés. L'État peut faciliter, peut encourager un peu les entreprises, mais enfin et à la fin, ce sera les entreprises privées qui décideront elles-mêmes de leur propre intérêt les installer en Égypte ou autre part. Hein? Et c'est là l'importance de la réunion que le Premier ministre a faite. Je pense que c'est une phase de travail assez intéressante. J'ai vu quelques éléments de la discussion avec les représentants du MEDEF. Vous avez parlé aussi de la Chambre de commerce d'Alexandrie. C'est formidable. Il faut poursuivre cela pour obtenir les résultats concrets et améliorer encore plus et encore plus le niveau concurrentiel de l'Égypte dans cette course vers les investissements directs. Oui. Quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés en France ou généralement en Europe? Répétez, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu la question. Quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés pour les produits égyptiens en France ou généralement en Europe? Ah, bien, c'est une question très intelligente et très difficile. C'est-à-dire, on ne peut pas s'attendre à un pays de faire des investissements directs en Égypte pour que les produits en Égypte fassent concurrence aux produits français qui vont aller dans le pays XY. C'est très compliqué. Ces entreprises visent le marché égyptien, visent tout de même, si le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, tout de même, c'est 104 ou 105 millions d'habitants, et après tout, c'est important. Surtout pour les produits alimentaires, les produits de base, etc. Donc c'est un marché assez grand tout de même, qui a des moyens. Mais penser exporter des produits français fabriqués en Égypte, c'est beaucoup plus difficile. Cela a réussi dans d'autres pays. Ça a réussi au Maroc, par exemple, où Renault, par exemple, a établi une industrie de 200 000 ou plus véhicules par an au Maroc. Hein, et ces véhicules ne sont pas pour le marché marocain seulement. La même chose, beaucoup d'entreprises, je sais que ça ne fera pas à tout le monde, beaucoup d'entreprises automobiles françaises se sont implantées à Turquie qui produisent 1 million et plus de véhicules par an. Et il faut être concurrentiel, il faut les attirer chez nous pour pouvoir et leur permettre d'exporter vers les pays du Moyen-Orient et encore mieux vers les autres pays d'Afrique.
Mais n'oublions pas que la France a des accords bilatéraux avec beaucoup de pays d'Afrique francophone surtout, hein, et que ça sera simplement les conditions locales, les meilleures, qui vont prévaloir sur les entreprises privées. Puis je pense qu'à leur intérêt, il faut être réel. Oui, nous vous remercions infiniment, Monsieur Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite. Merci pour ces explications. Merci. Alors, mesdames et messieurs, les dirigeants du G20 et des plus grandes économies mondiales ont entamé aujourd'hui à Rome une réunion de 2 jours dont l'un des enjeux sera de tenter d'arriver à des engagements clairs pour le climat juste avant la COP 26 à Glasgow, en Écosse. Les chefs d'État et de gouvernement partiront en effet pour Glasgow à peine la réunion du G20 achevée dimanche ou demain à Rome, mais leur capacité à s'entendre ce week-end sur des engagements forts pour le climat n'est pas garantie. Plus de détails dans ce commentaire. Voyons ensemble. Nous devons être plus ambitieux sur le climat. C'est ce qu'a affirmé le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant 2 débats en parallèle. Devrions-nous améliorer notre ambition commune au niveau du G20, renforcer les objectifs sur la neutralité climatique? Et aussi, quels sont les objectifs concrets? Les prochaines heures seront importantes pour résoudre les questions restant ouvertes, a-t-il estimé avant l'ouverture des débats à Rome, reconnaissant que la question était difficile notamment pour certains pays dépendants du charbon. C'est difficile à accepter. Nous allons avoir du mal et nous ferons de notre mieux pour convaincre les pays qui sont encore réticents. La veille déjà, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait à nouveau tiré la sonnette d'alarme sur le risque de catastrophe climatique et pointé la responsabilité particulière des pays du G20, ce groupe qui comprend entre autres les États-Unis, l'Union européenne, mais aussi la Chine, la Russie et l'Inde, représentent la plus grosse partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les chefs d'État et de gouvernement partiront en effet pour Glasgow à peine la réunion du G20 achevée dimanche à Rome. Mais leur capacité à s'entendre ce week-end sur des engagements forts pour le climat n'est pas garantie. Les discussions sont compliquées par l'absence à Rome de 2 acteurs de poids, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, qui ne participent au G20 que par visioconférence. Une question importante est la volonté des grandes économies mondiales à s'engager pour abandonner le charbon. Plus largement, la dette des pays les plus pauvres ou les efforts pour vacciner la planète contre le Covid-19 sont au programme des discussions du G20 à Rome. Les pénuries et les problèmes qui se multiplient dans la chaîne logistique mondiale et menacent de faire dérailler le rythme de la reprise économique se sont aussi invités au menu de dimanche. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à NLTV International et bonne soirée. Au revoir.